Alors, bonjour, merci de vous être connecté. Catalina Pajaresi Sanchez, donc j'étais co-rapporteur avec Catherine Lyon au nom de la Commission des affaires européennes et internationales. Catherine Lyon m'a demandé de l'excuser. Elle a eu un chevauchement de réunion qu'elle n'a absolument pas pu décaler. Donc, nous serons vous et moi, ce soir. On va attendre encore 1 ou 2 minutes parce qu'on avait encore quelques inscrits qui ne se sont pas connectés. Bonjour. Alors, merci de vous être connectés ce soir. Je vais vous rappeler rapidement et puis après, on échangera euh, comment nous avons mené ensemble ces travaux. Donc, le 20 mai 2025, 17 participants et participantes, porteurs de projets ou accompagnateurs de porteurs de projets, ayant bénéficié ou non de fonds européens, ont accepté de venir délibérer avec la Commission des affaires européennes et internationales du CESE. Vous vous rappelez que nous avons alterné des temps de présentation où on était tous réunis et des ateliers délibératifs en sous-groupe avec des temps d'échange. Et donc, vous vous étiez répartis. Et dans ces groupes, il y avait également Catherine Lyon et moi-même, mais aussi des membres de la Commission des affaires européennes et internationales. Donc, je vous rappelle la problématique. Donc, nous avions décidé, à la demande du bureau organe politique du CESE, de traiter de la complexité des aides de l'Union européenne et de la visibilité de son action. On avait un contexte assez particulier quand on a commencé nos travaux et qu'on a échangé avec vous. Il y avait la révision du cadre pluriannuel financier européen 2028 et 2028-2034 qui était en discussion. Des sondages divers montraient qu'il y avait une méconnaissance des aides financières européennes et surtout de l'impact de ces aides sur la vie de nos concitoyens et nos concitoyennes. Une difficulté des citoyens français à comprendre comment les aides financières de l'Union européenne étaient déployées dans les pays membres et une impression qu'elles étaient inaccessibles. Et tout cela était environné d'un accroissement de la méfiance envers les institutions. Alors, cet accroissement de la méfiance envers les institutions n'est pas partagé par l'ensemble des concitoyens des pays européens, mais en France, c'est vraiment un marqueur fort, cette méfiance. Donc, on s'était fixé en commission quelques objectifs hein, pour cette saisine qu'on vous avait partagée. Hein. Diagnostiquer les dispositifs qui existaient, essayer de recenser les obstacles qui empêchaient l'accès à ces financements, pardon, essayer d'analyser l'efficacité des dispositifs et de mesurer l'impact des contrôles sur l'utilisation des fonds parce que ce que nous voulions, c'était produire un avis qui permettrait, si nous étions écoutés par les décideurs, de renforcer la lisibilité et la légitimité de l'action européenne.
Je vous avais déjà présenté, mais je vous rappelle, un petit point de méthode, parce qu'au CESE, on a une méthode de travail un peu particulière. Euh, le bureau du CESE, qui est donc l'organe de gouvernance, avait décidé de se saisir de cette question dans le cadre de sa programmation des travaux. Et évidemment, quand il a été question de à quelle commission attribuer ce travail, évidemment, c'est la commission des affaires européennes et internationales qui, lors de la mandature qui vient de se terminer, était présidée par Monsieur Serge Cambou. Cette commission nous a désigné Catherine Lyon, qui siégeait au CESE au nom de l'agriculture, et moi-même, hein, donc Catherine Pajaresi-Sanchez, qui siégeait au bureau, au CESE, pardon, au titre du groupe CFDT. Cette décision a été prise le 4 février 2025. La commission, pour se faire un avis, analyser le contexte, commencer à pointer les difficultés et éventuellement des pistes d'amélioration, nous avons auditionné des experts, 17 personnes, des universitaires, des parlementaires, des bénéficiaires des aides européennes, que ce soit des très grosses structures et puis des moins grosses, de chambres de commerce, des associations en tout genre. Et ce travail, nous l'avons mené de mars à juin. Ensuite, nous avons, Catherine Lou et moi-même, proposé un premier plan aux conseillers. Et puis, on leur a proposé de organiser une journée délibérative en leur disant, nous vous proposons de réunir des porteurs de projets et des accompagnants de porteurs de projets pour échanger avec eux sur le constat et recueillir leurs idées pour des pistes de propositions, parce qu'au CESE, durant toute cette mandature, nous avons essayé d'élaborer nos avis en associant des citoyens et des citoyennes concernés par les questions pour que nos propositions s'inspirent à la fois des orientations que nous portons en tant que groupe siégeant au CESE, mais aussi de l'expertise d'usage des citoyens, citoyennes, porteurs de projets que vous êtes. De mai à juin, nous avons analysé les résultats à l'aide de grilles, de notes que nous avions prises. Et ce qui nous a permis de travailler à partir de ce que vous nous avez apporté, mais aussi de ce qu'ont apporté les personnes auditionnées, de commencer à préparer une rédaction de constats et de commencer à réfléchir sur des pistes de préconisation. Nous avons travaillé... Oui. Ah non, c'était involontaire. Excusez-moi, je pensais que vous vouliez que je précise quelque chose. Nous allons échanger après que je vous rappelle le cadre. Euh, donc, de mai à juin, on a travaillé pour rédiger des constats et pour élaborer des préconisations. Ensuite, on a eu des discussions et des débats en commission. Et puis le CESE, une fois que les rapporteurs élaborent un texte, on passe à des réunions qu'on appelle des séances d'amendement. C'est-à-dire que les autres conseillers qui ne sont pas rapporteurs de l'avis peuvent proposer des amendements pour modifier, compléter, améliorer le texte, voire supprimer des propositions ou des parties de texte qui ne leur conviennent pas. Nous avons fini ce travail et ce travail a été présenté au bureau qui a décidé de le présenter en assemblée plénière le 15 octobre, puisque pour qu'un texte, quelle que soit la commission qui travaille et quel que soit le sujet, devienne un texte du CESE qui est communiqué à l'ensemble des décideurs politiques,
il faut qu'il fasse l'objet d'un vote majoritaire en assemblée plénière. Et nous avions invité deux d'entre vous. Je pense qu'il y a... Ouais, il y en a une... Non, vous êtes peut-être toutes les deux là. J'ai des problèmes de vue, je vois pas. Il y a Elena Tenon, ça oui, et puis Présente. Ah. Ah, vous êtes présente aussi. Donc, nous avions proposé à deux d'entre vous de venir en plénière devant l'ensemble des 175 conseillers, faire part de leur vécu, de leur expérience, des constats qu'elles dressaient et des propositions des pistes d'amélioration qu'elles avaient envie que l'ensemble des conseillers entendent. Et à nouveau, je leur remercie parce que la première fois qu'on monte dans l'hémicycle, c'est une extrade. On est dans un lutrin, il y a 170 personnes qui vous regardent. En plus, c'est transmis par Internet. C'est un peu impressionnant. Donc, encore une fois, merci à vous deux pour la qualité de vos deux interventions. Alors, on va se rapprocher maintenant de ce qui vous intéresse le plus et sur l'objet de ce webinaire. Nous vous avions dit pendant la journée délibérative que nous viendrions vous rendre compte. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous vous rappelez que pendant cette journée délibérative, euh, on s'était fixé des objectifs, identifier les obstacles que vous rencontriez en partant non pas de la théorie, mais bien de votre expertise d'usage et de vos réalités, de formuler avec vous des solutions pour simplifier les procédures et renforcer l'accompagnement des porteurs de projets. Nous souhaitions également faciliter les échanges entre les différents acteurs, entreprises, associations, syndicats, instituts de recherche, etc. Et puis, nous avions, nous, un objectif qui était d'évaluer la perception des financements européens des aides, positives ou contestées, enfin, d'améliorer à la fois la visibilité et leur portée, mais aussi parce que le CESE a un rôle d'évaluation des politiques publiques et les aides financières sous-tendent des politiques publiques européennes et dont nous voulions voir si elles étaient pertinentes, elles touchaient vraiment le public. Ça, c'est la partie évaluation des politiques publiques que fait le CESE. C'est une de ses missions. Voilà. Donc, on a fait ça par étapes, hein. On a commencé avec vous à approfondir le diagnostic que la commission AI avait déjà fait pour être sûr qu'on était en phase ou pas. On aurait pu constater que notre diagnostic et le vôtre, il y avait des écarts. Et si ça avait été le cas, nous aurions cherché à les mesurer et à les comprendre et voir comment on pouvait les résoudre. On n'a pas eu d'écart, on était vraiment en phase. euh, donc, on n'a pas eu besoin de passer par la phase. On mesure les écarts et on essaye ensemble de comprendre pourquoi il y a des écarts dans les constats. Alors, ensuite, évidemment, il y avait la partie élaboration de pistes de solutions. Alors, les principaux éléments de diagnostic, vous vous rappelez, c'était la complexité générale des dispositifs, la difficulté d'accéder à l'information, une insécurité administrative, juridique et financière, les limites de l'ingénierie existante et du soutien disponible pour les porteurs de projets. Et puis, le dernier constat qui nous paraissait intéressant de vous rappeler, c'était la faible implication des bénéficiaires et des citoyens dans la conception des programmes européens et dans la formulation des politiques publiques européennes. Lors de cette journée délibérative, on est ressorti quelques solutions que vous avez proposées qui étaient vraiment bien finalisées et abouties, parce que c'est pas simple en une journée hein, de tout faire. Création d'un portail unique centralisant l'information, amélioration de l'accompagnement des porteurs de projets,
mieux associer les citoyens et les bénéficiaires, sécuriser les financements et faciliter les opérations de communication. À partir de là, on vous avait expliqué qu'on allait remonter avec vos pistes et que ça allait nourrir et améliorer les préconisations qu'on avait déjà commencé à travailler en commission. Sur l'axe mieux associer les acteurs à l'expression des besoins, c'est la phase en amont des aides, hein. Donc, on a retenu renforcer le dialogue régulier avec les parties prenantes dans le cadre de l'élaboration des programmes et des appels à projets et mieux associer les citoyens à leur déclinaison dans les territoires. Et certains d'entre vous avaient beaucoup insisté à la déclinaison territoriale et que cette phase vous semblait propice à associer les citoyens. L'autre grand axe de préconisation, c'est ce qu'on appelait faciliter l'ingénierie et la gestion administrative des dossiers. Donc, en partant de ce que vous nous avez dit, de ce qu'on a auditionné et de ce qu'on a lu, on a abouti, et vous avez fortement contribué à la préconisation, à l'idée de disposer au niveau national d'un portail unique en langue française regroupant des informations sur l'ensemble des fonds, qu'ils soient en gestion directe ou en gestion partagée. L'autre grande proposition, c'est promouvoir les règles les plus uniformes possibles dans le déploiement et l'exécution financière des programmes d'aide par une simplification administrative et privilégier surtout, et vous avez beaucoup insisté, une stabilité dans les règles de gestion par une interdiction de mesures de révision rétroactive comme ça se fait, hein, euh, qui pénalisait très clairement les bénéficiaires qui avaient déjà engagé des projets. La question du contrôle et de l'évaluation, ça nous a beaucoup occupé à la fois dans nos échanges avec vous, mais aussi dans nos échanges en commission. Et on a fini par décider d'un axe qui était contrôler, évaluer, trouver le bon équilibre entre subsidiarité des contrôles et bon usage des fonds publics. Parce que rappelez-vous, certains nous ont dit, mais on a la peur au ventre du contrôle. On a auditionné Médecins du Monde, qui est une grosse structure très staffée, qui nous ont expliqué la même année d'avoir subi plus d'une trentaine de contrôles différents. Voilà, des contrôles nationaux, des contrôles européens, des audits. Bon, et qui nous avait souligné que grosses associations, ça les occupait beaucoup et qu'ils pensaient que des associations plus petites, moins staffées, c'était un frein à leur demande d'aide européenne. Donc nous avons proposé, et ça c'est une proposition qu'on a faite à l'Union européenne, euh, qu'ils engagent une réflexion au niveau de l'UE et des États membres, hein, parce que je vous ai dit, il y a les contrôles diligentés par l'UE et par la Cour des comptes européenne, et puis dans chaque État membre, il y a des contrôles diligentés par l'autorité nationale de contrôle et la Cour des comptes, la Cour des comptes nationale. Euh, et donc, nous leur proposons de réfléchir à euh, créer des subsidiarités de contrôle pour éviter les contrôles, les doublons auprès des bénéficiaires sur les mêmes thèmes, tout en, bien sûr, hein, et vous en étiez conscient, que comme c'est de l'argent public, il faut quand même du contrôle. Ensuite, on a beaucoup échangé sur mieux communiquer sur les résultats obtenus via des financements européens. Donc, vous nous aviez fait diverses propositions. On a retenu harmoniser la politique de communication des régions en créant un socle commun, ce on a appelé dans la vie référentiel unique, afin d'optimiser la visibilité des projets financés par l'UE. Et nous avons rappelé quand même que les efforts de communication
doivent être menées au plus proche des populations pour les rendre visibles. euh, Parce que sinon, euh, si on ne communique que très en haut par des campagnes nationales, pas déclinées dans les territoires, les habitants de ces territoires vont continuer à penser que leur vie n'est pas améliorée par des aides. Ils ont l'impression que ça ne les concerne pas eux. Alors, évidemment, et on vous l'avait dit, il y a des propositions que vous avez faites qui n'ont pas été retenues par la commission, notamment, mais on vous l'avait dit qu'il n'y avait aucune chance qu'on la retienne, vous aviez proposé pour doper la communication des porteurs de projets sur les actions financées, les financements de l'UE, que ceux qui faisaient bien le job, ils aient un petit plus financier. On vous avait dit que dans un état de droit, accomplir la loi, c'était difficile de dire. Si je respecte la loi, on me donne plus d'argent. Et on vous avait dit, moi je vous avais dit qu'au nom de mon organisation, c'était non tout de suite. Catherine avait été plus prudente, mais quand on est revenu devant la commission, ça a été un non, et on ne l'a pas retenu, par exemple. Euh, mais globalement, soit ce que vous avez proposé, et on vous enverra les documents, hein, vous aurez un petit document, un PowerPoint qui vous rappelle toutes les étapes, et puis quelque chose d'un peu dur à lire, munissez-vous d'une loupe. Mais c'est ce qu'on appelle une grille d'évaluation, où pour chaque proposition que vous avez faite, on vous explique si on l'a repris sous forme d'une préconisation du CESE, ou si on l'a mis comme une piste d'amélioration qu'on proposait dans le texte. Quand on n'a pas retenu une de vos propositions, on explique pourquoi la commission ne l'a pas retenue. Vous verrez, c'est très détaillé. Hein, vous avez fait beaucoup de propositions. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Si je montre, ils verront rien. Elle est tout là-haut. Bon, ça se présente comme ça. Vous avez vos propositions, ce qu'on a retenu, pas retenu, pourquoi et comment, et où vous pouvez le trouver, sous quelle forme dans la vie. Voilà, ça c'est la vie de la vie. On vous avait dit qu'on allait tout faire pour aller rencontrer ceux qui décident des politiques publiques aussi bien en France, puisque la France est un État membre et elle participe à la prise de décision de l'Union européenne. Hein, et aussi bien, nous allions essayer directement d'approcher la Commission européenne. Il faut savoir que dans chaque dans chaque État membre, il y a une représentation de la Commission européenne dans l'État. Et donc en France, il y a une représentation de la Commission européenne avec à sa tête une chef. Voilà. Donc, nous avons rencontré le secrétaire général aux affaires européennes parce que c'est lui quand même qui est en charge de toutes ces questions et qui travaille avec notre ministre des Affaires étrangères, qui participe à des réunions avec la Commission, parce qu'encore une fois, il n'y a pas une infrastructure technocratique et des députés à Bruxelles qui vivent hors sol. Euh, la politique et les décisions sont co-construites aussi avec les États membres. Ce n'est pas la présidente de la Commission européenne qui décide toute seule. Donc nous l'avons rencontré, nous avons proposé nos pistes. Il a reconnu qu'effectivement, en France, les élus, et peut-être les élus, communiquent pas assez sur qu'est-ce qui est financé avec des fonds européens. Il a dit qu'ils y travaillaient, ce qui est vrai, je vous dirai pourquoi. C'est vrai qu'il y a un travail qui essaye d'être fait. Il a reconnu que les aides, il y avait beaucoup de programmes et qu'il y avait différents endroits où trouver de l'info et qu'il fallait effectivement coordonner ça peut-être dans un seul lieu. Nous avons évoqué la difficulté que toutes les informations ne sont pas en français et on a souligné qu'au moins les informations disponibles en France
il y ait quand même une possibilité qu'elle soit accessible directement en anglais. Donc, il nous a cité des pistes d'amélioration. Il partageait certains de nos constats. Voilà, maintenant, il faudra regarder au fur et à mesure du temps qui passe, des décisions qui seront prises, si certaines de nos propositions sont reprises sur les fonds en gestion partagée, en France directement dans les régions. S'il y a des campagnes d'information plus accessibles. Et ensuite, donc, nous avons rencontré Madame Jessica Larson, qui est donc la chef de la représentation en France. Lui avons présenté la démarche, nos préconisations, et elle nous a annoncé des pistes d'amélioration. Il travaille avec les élus pour rendre plus lisible l'accès aux aides. Il y a maintenant un identifiant unique qui sera apposé sur toutes les communications, plutôt que chaque programme, son petit logo, sa petite caractère de police. Là, il y a une grande campagne de l'Union européenne pour défendre les libertés fondamentales et la démocratie. Il y a des panneaux, en tout cas en Île-de-France où j'habite, avec des affiches, et on voit que c'est un logo unique maintenant. Oui, bouclier démocratique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, nous défendons ce qui est important, la presse libre, nous défendons ce qui est important, la recherche. Et donc, il n'y a plus qu'un logo, alors que les programmes de défense de la recherche, voilà, c'est pas forcément traité de la même façon que les aides à la presse libre. Mais il y a un logo unique avec un code couleur très reconnaissable. Bon, je me suis amusée. Je photographie et je mets sur les réseaux sociaux cette campagne pour bon, essayer de montrer à l'ensemble du public quand même que bah, une recherche forte et bah, ça concerne notre vie de tous les jours. Une presse libre en tant que citoyen français et européen, c'est important. Et c'est bien expliqué que tout ça est financé avec des fonds européens quand même, hein. Euh, Bon, je trouvais que ce logo unique et ce code couleur et ce slogan qui est décliné, c'était pas mal comme stratégie pour rendre un peu plus visible. On verra si c'est décliné dans d'autres programmes. Voilà. Et ensuite, nous sommes allés présenter notre avis et expliquer que nous avions co-construit avec des porteurs de projets certaines de nos préconisations à la section économique à Bruxelles, au comité économique social européen. Ils ont été très intéressés par la co-construction avec des citoyens porteurs de projets. Parce que pour l'instant, le CESE européen fait pas beaucoup, fait un peu, hein, mais on a une petite longueur d'avance sur la construction euh, avec ce qu'on appelle ici la participation citoyenne. Un petit point là-dessus, parce que je pense qu'on a un lieu unique quand même ici en France sur la participation citoyenne. On fait des journées délibératives auxquelles vous avez assisté, mais on inclut des citoyens tirés au sort dans des commissions lors des travaux. On met en place des plateformes collaboratives pour que les citoyens qui le souhaitent participent. Évidemment, vous avez entendu parler des conventions sur le climat, sur la fin de vie. La dernière, c'était euh, le temps de l'enfant. Bon, celles-là, elles sont très populaires parce que bon, voilà, c'est 150 citoyens tirés au sort, ils se réunissent pendant pas mal de jours, mais nous, on leur a expliqué que tout ça, c'était pas que les positions d'organisation, des positions théoriques, que évidemment qu'on avait fait comme eux, hein, on auditionne des politiques, des membres du Parlement, des chercheurs, parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur la question de l'impact des aides européennes
et qui regardent si les programmes, comment ils sont bâtis, est-ce qu'ils atteignent leur cible. Mais on leur a dit, mais vraiment, c'est co-construit avec une expertise d'usage, avec des gens qui, tous les jours, se heurtent à des difficultés euh, lorsqu'ils sollicitent des aides. Voilà, je merci de votre attention. J'espère avoir été claire et pas trop longue. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. On a, on a prévu de continuer à échanger. S'il n'y a pas de questions, je vais faire un focus. Je vous ai dit que quand on a commencé nos échanges, il y avait la révision du budget pluriannuel de l'Union. Dans notre avis, nous avons déjà émis. Alors, on ne connaissait pas, les discussions ne sont pas terminées entre États membres et Commission et Parlement. De mémoire, les discussions seront closes courant 2027, puisque c'est 2028, 2000. Oui. Donc voilà. Mais on a déjà fait remonter des alertes, des inquiétudes, parce que bah, si vous voulez, avec l'inflation, le remboursement de la dette, les priorités nouvelles, quand on examine un peu ce budget, on a un peu des inquiétudes sur comment vont être faits les arbitrages entre défense de la compétitivité, défense militaire, hein, au vu du contexte géopolitique et des guerres qui nous entourent, et notamment de la guerre en Ukraine qui se déroule sur le territoire européen, avec d'autres programmes et d'autres priorités. Les États membres présenteront un plan unique et ils auront beaucoup plus la main sur comment ils dispatcheront les aides en fonction, évidemment, toujours, hein, l'Union européenne va se fixer des priorités. Lutte contre la pauvreté des enfants, par exemple, ça ne va pas disparaître. Ça sera bien une priorité européenne. Mais une autre priorité, c'est la compétitivité des entreprises européennes. Une autre priorité qui a été rajoutée, c'est donc la défense, construire et mieux enfin, oui, que les États membres se dotent de moyens pour se défendre en cas d'une progression des guerres sur les territoires européens. Tout ça, je vous ai dit, avec peu de recettes propres. Un seul pays avait proposé que les États augmentent le pourcentage de financement, c'était l'Espagne, qui proposait qu'on dépasse les 1%. Bah, écoutez, elle n'a pas été suivie, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est toujours le même 1% du produit du PIB. Les recettes propres, hein, l'Union européenne a quelques recettes propres, mais nous, on avait commencé déjà, parce que la commission, la représentante de la Commission européenne en France sont venus nous donner quelques estimations d'augmentation des recettes propres. Écoutez, c'est pas non plus des recettes énormes. Les États membres ont refusé de contribuer davantage. Il fallait commencer à rembourser la dette mutualiser, des nouvelles missions. On avait beaucoup d'inquiétudes pour certains programmes, même si la Commission européenne nous a dit qu'elle fixerait quand même des bornes qu'on ne pourrait pas. On pourrait aller au-delà, mais on ne pourrait pas aller en dessous, par exemple, de 14% de fonds, je vous dis n'importe quoi, hein, sur la lutte contre la pauvreté. Parce que vous savez que la France est un pays de l'Union où la pauvreté des enfants augmente le plus. Donc voilà. Et je vous rappelle qu'il y a des programmes destinés à lutter contre la pauvreté dans le cadre de la cohésion territoriale. Bon, les garanties apportées ne nous ont pas paru suffisantes.
nous avons déjà fait remonter aussi bien au gouvernement français, donc au secrétaire général aux affaires européennes, que aux représentantes de la Commission en France, que nous avions beaucoup d'inquiétudes et que nous avions très très peur que le projet européen commun se détricote un peu, que nous étions inquiets pour certains programmes, notamment la cohésion sociale, hein, et que nous pensions que la façon de revenir à des plans uniques par pays euh, allait peut-être amoindrir le projet européen à un moment où, au contraire, nous pensions que le projet européen devait être valorisé et être un peu une lueur d'espoir, vu le contexte géopolitique pas très encourageant. Mais ce n'était pas l'objet central, hein, mais c'est parce que euh, cette question a commencé à être débattue euh, et ça a percuté nos travaux et que donc on voulait quand même en dire quelque chose. Les membres du Conseil européen, eux, ont un peu plus travaillé ouais, parce que eux, ils sont consultés, contrairement à nous, systématiquement de tout projet. Donc, eux, ils ont un peu plus travaillé que nous la question. Ils ont fait des auditions euh, vraiment centrées que sur cette question. Et c'est pour ça qu'ils nous avaient invités, qu'on a échangé. Et on les a invités à venir après eux présenter leurs travaux au CESE français. Et on s'est quand même rendu compte qu'on avait une convergence d'opinion. Hein. Le CESE européen, c'est des représentants des organisations de la société civile des 27 États membres. Et là, que ce soit en Italie, en France, il y avait une représentante d'un pays balte, je ne me rappelle plus lequel. Euh, nos points de vue convergeaient. Euh, le budget le budget de l'Union n'est pas assez ambitieux pour toutes les priorités que la Commission entend décliner. Les inquiétudes sur les programmes de cohésion sociale, parce que quand la guerre frappe à votre porte ou que les entreprises européennes sont très en retard, par exemple sur le séquençage du génome humain, et que la Chine et les États-Unis mettent plein d'argent sur ces questions et sur l'IA, ben nous, on décroche. On comprend que c'est important, mais quand le budget, finalement, quand on l'analyse bien, ben, il n'augmente pas tellement, mais qu'on met des obligations et des priorités nouvelles, on a des inquiétudes hein, sur... Et on a aussi des inquiétudes parce qu'on va passer d'une évaluation au coût à une évaluation à la performance. Alors, on a fait quand même remonter que comment on mesure la performance de la lutte contre les violences faites aux femmes. Comment on mesure et avec quels indicateurs on mesure la performance des programmes qui aident les jeunes décrocheurs scolaires. Donc, on a attiré l'attention de la Commission en disant qu'il fallait faire un travail sérieux sur ces indicateurs euh, et qu'il ne fallait pas les construire uniquement dans les services de la Commission, mais bien avec des citoyens, avec des porteurs de projets, avec des élus des territoires, et que peut-être que d'un territoire à l'autre, les indicateurs ne pourraient pas être les mêmes, et qu'il fallait ne pas tout miser sur une évaluation à la performance pour regarder si la politique publique européenne et les sommes consacrées avaient touché vraiment la cible. C'était des réserves. On n'a pas eu le temps, et le CESE européen n'a pas encore eu le temps de travailler sur la question des indicateurs d'évaluation de la performance dans les politiques européennes. Mais je gage que le CESE européen, comme la nouvelle mandature au CESE français, va peut-être traiter de ces questions. Écoutez, je ne sais pas. Euh, vous n'avez pas de questions. Ça vous a paru clair. Peut-être qu'avec le recul,
Vous pouvez peut-être nous faire remonter. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette journée délibérative? Est-ce que vous pensez que le soin que prend le CESE à essayer de faire de la participation citoyenne sous différentes formes est intéressant? Et si ça a été une expérience que vous avez trouvée positive? Ben, allez-y, prenez la parole, ouvrez votre micro parce que pour l'instant, il n'y a que vous qui avez levé la main. Bonjour, je suis Dorothée Merville, directrice de la Fondation Hippocrène. Donc nous, on était concernés au titre de notre organisation et aussi parce on soutient énormément d'associations qui font des projets européens et donc qui sont eux-mêmes confrontés, je dirais, aux difficultés qui ont été évoquées. Et j'avais donc participé à cette journée et j'ai trouvé que c'était le processus lui-même et la méthodologie étaient vraiment intéressants à expérimenter et très productifs. Et je trouve que c'est vraiment intéressant aussi, je pense, pour les institutionnels que vous avez rencontrés, de pouvoir avoir ce retour du terrain, comme vous le disiez. Je pense ils sont parfois peu l'occasion d'avoir ce contact avec les personnes qui sont directement confrontées aux décisions prises. Et donc, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement positif, très constructif également. Je trouve que c'est vraiment là encore, on a peu l'occasion de participer de manière active et de réfléchir en intelligence collective de cette manière. Donc merci encore pour votre invitation, d'avoir mené ce rapport à bien et puis pour ce compte rendu très clair et qui permet aussi à chacun de se sentir, je pense, soutenu au plus haut niveau dans ces difficultés par rapport à ces processus de financement européen. Allez-y, Elena. Ah, il y avait quelqu'un. Non, Alors, excusez-moi. il y avait Vincent d'abord. Vincent, je Oui, vois pas très bien, l'écran est un peu loin. Allez-y, Vincent. oui, bonjour, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vincent Scodato de Relais Culture Europe, nous sommes le point de contact national du programme Europe Créative en France. Donc merci encore pour la qualité de vos travaux et voilà cette opportunité d'avoir pu aussi partager avec vous voilà ces retours d'expérience d'acteurs, de bénéficiaires des programmes européens. Ce que j'ai trouvé très positif également, c'était aussi toute la diversité des acteurs par leur statut, de par les différents programmes dont ils bénéficient, et notamment là pour vraiment faire remonter ces retours d'expérience là, au niveau national par rapport à ces différents notamment modes de gestion qui sont en gestion directe ou partagée. Et de notre côté, effectivement, on voit que cet enjeu de encore mieux associer aussi les citoyennes, les citoyens des territoires, du côté aussi communautaire, c'est aussi un point d'attention qui se développe progressivement aussi au niveau des programmes en cours. Et pour information également, j'avais mentionné lors de l'atelier, notamment une initiative qu'on avait pu développer en partenariat avec l'OCDE et la région Normandie sur la thématique de la culture, et aussi par laquelle on avait pu, en fin d'année dernière, constituer un panel citoyen de 32 citoyennes et citoyennes de l'agglomération de Caen, voilà, qui ont pu aussi partager leurs pratiques en termes d'accessibilité aux équipements culturels du territoire de l'agglomération de Caen. Et la région Normandie a recueilli ces 15 recommandations, notamment pour notamment les intégrer, en tout cas les étudier dans l'évaluation à mi-parcours des fonds structurels dont elle est autorité de gestion. Et donc aussi cet aspect d'association, d'associer notamment les citoyens et citoyennes des territoires, c'est vraiment, je pense, vraiment une pratique qui doit être mieux connue, développée plus largement sur ces différentes échelles territoriales. Et votre avis, vos recommandations vont vraiment aussi, sont très inspirantes et je l'espère pour d'autres régions françaises de pouvoir aussi développer cette dynamique. Donc merci encore pour la qualité de vos travaux. Et j'aurais simplement peut-être une petite question, c'est parmi notamment les rendez-vous, les destinataires de votre avis. Là, vous avez mentionné aussi la Commission européenne et le SGAE.
Et je voulais savoir si vous avez aussi pu avoir des échanges, notamment avec des députés du Parlement européen, par rapport aussi aux négociations en cours sur le futur cadre financier pluriannuel. Merci de votre attention. Alors, on a envoyé notre avis à tout un tas de députés, y compris européens. Je vous avais juste dit qu'en fait, c'était pas la cible. Hein, on a été percuté par ça. C'est pas encore complètement stabilisé. Mais comme ça figure dans la vie, chaque fois qu'on a rencontré un décideur, euh, on a quand même alerté sur nos inquiétudes. Voilà. Ce qu'ils vont en tenir compte, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous disais, on va continuer à suivre et on verra ce qui est repris, ce qui n'est pas repris. Par contre, vraiment, sur le futur cadre budgétaire, c'est surtout le CESE européen qui les a en direct parce que ils sont consultés. Hein. Je veux dire que c'est une obligation. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup échangé avec eux. Ils nous ont invités à Bruxelles, on les a fait venir et on a échangé. Et c'est là qu'on a pu voir qu'on soit un représentant de l'Italie au CESE européen, de la France, d'un pays balte. Et puis la présidente, elle était grecque, c'est ça? Non, non, elle était grecque. Roumaine, voilà, elle était la présidente de la commission et roumaine. On avait une convergence sur les inquiétudes. Un budget qui ne va peut-être pas suffire à financer toutes les orientations, des craintes que certaines urgences comme l'armement, hein, réarmer les armées européennes, c'est pas magique. Hein, si le budget n'augmente pas suffisamment, je vous ai dit que les ressources propres, il y a des ressources propres, mais ce que l'Union européenne va tirer des ressources propres ne va pas suffire à financer la compétitivité, le remboursement de la dette commune, la défense européenne, voilà, tout en continuant à faire de la cohésion sociale, du soutien à la recherche, du soutien aux industries, hein, du soutien à l'agriculture européenne. Voilà les limites. C'est pourquoi, par exemple, la députée espagnole au Parlement européen est venue expliquer à Bruxelles que le gouvernement espagnol avait fait la proposition d'augmenter la contribution des États membres en disant que toutes ces orientations étaient importantes, hein, mais qu'il fallait se donner les moyens de ses ambitions. En gros, c'est ça qu'elle a dit. Et que donc 1% du PIB et les recettes, avec des recettes propres qui augmentent, mais qui ne sont pas suffisantes, avait poussé son gouvernement à faire cette proposition qui a été rejetée par les autres États membres. Voilà. Ils ont auditionné un représentant d'un mouvement de jeunesse européen qui était très inquiet sur les fonds Erasmus, sur le Erasmus+, sur voilà, tous ces financements qui participent à former mieux nos jeunes, à les faire mieux circuler dans l'Union européenne. Il était très inquiet. À vous, Elena. Oui, merci beaucoup et bonsoir à tous. Donc, Elena Tonon, directrice Europe et financement des grands projets à la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Je me joins aux remerciements de Vincent et de Dorothée. En fait, je trouve qu'on se sent souvent démunis face aux complexités des financements européens dans notre gestion quotidienne.
et on ne sait pas vraiment comment faire bouger les lignes. Et vous nous avez donné un grand espoir avec cette mission que vous avez portée à bras et à corps dans l'intérêt collectif. Donc, j'étais ravie de participer aux travaux, d'avoir contribué, d'avoir pris la parole. En plus, c'était un honneur pour moi d'avoir pris la parole en séance plénière. Et après, je rejoins un peu Vincent dans sa question que j'aurais posée, c'était de savoir s'il y a d'autres travaux qui vont suivre toujours sur les thèmes des financements européens. Et je pensais effectivement aux axes prioritaires qui seront financés, mais vous avez déjà partiellement répondu. Donc je suis satisfaite, très satisfaite de cette rencontre. Merci Elena, j'ai oublié de vous dire qu'on vient d'envoyer il y a quelques jours l'avis au Sénat, parce que le Sénat a travaillé sur la question de ce nouveau cadre budgétaire européen. Du coup, on lui a fait parvenir nos recommandations. Voilà, pour l'instant, voilà, ils l'ont reçu. On n'a pas été invité à venir débattre avec eux. C'est récent. J'ai bon espoir, moi. J'ai bon espoir. Voilà. Et par contre, voilà, euh, je ne siégerai plus au CESE. Je suis à la fois atteinte par la limite de pas plus de 2 mandats consécutifs et j'ai la grande chance de pouvoir partir à la retraite dans un système par répartition qui va me permettre de vivre pas trop mal. Et je vais partir en pas trop mauvaise santé. Non, mais j'insiste parce que c'est pas ce qui se passe pour tous les travailleurs européens. Et donc, je peux pas m'engager. J'ai bien soufflé à mes petits camarades CFDT qui vont siéger au CESE quelques idées de travaux, notamment sur toutes ces questions autour du budget pluriannuel européen, des fameux plans nationaux hein, où tous les programmes seront fusionnés. Je leur ai aussi suggéré de travailler sur le bouclier pour la démocratie. Après, voilà, je ne peux faire que des suggestions, je ne siégerai pas et je ne sais pas quels sont les travaux. Mais ce que je sais, c'est que le CESE continuera à faire de la participation citoyenne. Et donc, si jamais vous êtes appelé, parce que vous êtes tiré au sort, pour venir au CESE, soit à une convention citoyenne, soit à participer aux travaux d'une commission, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on conclue cet échange? Bien, écoutez, vous allez donc recevoir, parce que on a vos emails, donc un petit support PowerPoint. Si vous avez envie d'expliquer dans votre structure à d'autres comment on a travaillé ensemble, la fameuse grille de redevabilité, toutes vos propositions avec on a pris, on n'a pas pris et pourquoi à chaque fois. Et encore une fois, merci d'avoir accepté de participer à la journée délibérative et d'avoir répondu présent pour cet échange. Je vous souhaite bon courage à toutes et à tous et j'espère que très vite, vous aurez accès plus facilement aux aides européennes. Bonne soirée. Merci, merci. Bonne soirée. Merci à vous. Merci. Bonne soirée.